Docteur Gustave Gingras, vous êtes Canadien et je suis heureux de vous accueillir à votre passage à Paris. Vous êtes le médecin de ceux qui ne guériront jamais, de ceux qui sont condamnés à la paralysie et qui mènent, qu'on le veuille ou non, une vie totalement en marge. Alors pourquoi ce choix, pourquoi ce combat que vous menez à travers le monde? Le choix n'a pas été un choix vraiment, ça a été quasi une obligation. J'étais encore dans l'armée à ce moment-là et je m'intéressais vivement à la neurochirurgie. Et en Angleterre, après l'invasion, bien entendu, nous avions un très grand nombre de paraplégiques, de blessés de la moelle qui nous arrivaient. Et à mon retour au Canada, mon chef m'a dit, écoute, je voudrais que tu t'intéresses aux paraplégiques, disons, pendant 6 mois. Le 6 mois est devenu 30 ans. Ça montre bien qu'on se fait aiguiller de temps en temps. Mais je remercie la Providence chaque jour. Je crois que c'est la médecine la plus intéressante, du moins à mon point de vue. Enfin, vous vous êtes occupé des paraplégiques et vous n'avez pas l'impression d'être passé à côté de tous les autres malades? Oh, je m'intéresse aux paraplégiques. Il faut choisir une fois pour toutes. Mais il faut choisir, en effet. Mais le fait de s'intéresser à la réadaptation m'a amené beaucoup d'autres malades. Les amputés, les hémiplégiques. Enfin, à un moment donné, nous avons eu la tragédie de la thalidomide et ça a été vraiment fort intéressant. Mais les paraplégiques m'ont aiguillé, m'ont présenté le problème le plus difficile. J'ai toujours eu l'impression que les autres problèmes étaient plus faciles après avoir traité avec les paraplégiques. Mais à quel moment avez-vous compris que vous deviez consacrer toute votre vie à une telle cause? C'est une vocation pour un médecin. Je crois que c'est une vocation parce que la réadaptation demande énormément de travail en groupe. L'autre jour, je comptais qu'il fallait au moins 14 professions de la médecine, de la paramédecine, pour pouvoir faire une réadaptation qui en vaut la peine. Alors, il faut être habitué à transiger avec les gens, il faut savoir diriger l'équipe, non seulement lorsqu'il s'agit des traitements, mais encore lorsqu'il s'agit de communiquer entre les membres de l'équipe, communiquer avec les parents, communiquer avec le mari, la femme et que sais-je encore, pour réintégrer le malade, l'amputé, le paraplégique, l'hémiplégique dans le sein de sa famille. Vous pensez qu'il y a différentes formes de médecine et qu'il y a différentes sortes de médecins? Il y a certainement différentes sortes de médecins, ça c'est bien sûr. Il n'y a pas un médecin qui soit semblable. C'est peut-être... Mais qui a le même but. Qui a le même but. Il y a combien? Une trentaine de spécialités de nos jours. Et la médecine, justement, a cet attrait extraordinaire qu'elle peut permettre à presque n'importe qui d'entrer dans ces activités. Mais je crois que cette réadaptation demande beaucoup plus d'esprit social. C'est vraiment une vocation. Il y a des gens qui travaillent très bien, mais dans un laboratoire. Il y a des gens qui travaillent fort bien, mais comme anesthésiologiste, par exemple. Alors, les patients ne parlent pas, les patients sont gentils, les patients collaborent à tout ce que vous voulez. Mais en réadaptation, c'est pas la même chose. Lorsqu'il s'agit de, entre guillemets, vendre un fauteuil roulant, par exemple, ou encore une jambe artificielle ou un bras artificiel, eh bien, le patient... il est en éveil, il faut lui expliquer pourquoi. En réadaptation des amputés, par exemple, la prothèse, pour certaines personnes, c'est 100%, mais je vous assure que ce n'est pas plus que 10%. Ce qui est important, c'est de convaincre le malade que c'est essentiel et aussi de lui faire accepter. Et le jour où il a accepté son handicap, le jour où il a accepté la prothèse, eh bien, la partie est gagnée ou presque. Docteur Gustave Gingras, vous êtes venu à Paris. Vous y êtes pour très peu de temps, mais vous faites des découvertes ici, vous êtes Canadien, c'est pour votre plaisir ou parce qu'on peut apporter quelque chose au métier que vous faites? Bien, cette fois-ci, le périple est tellement court que je n'ai vraiment pas le temps de communiquer même avec mes amis, mais en juin dernier, je venais avec quelques collègues et j'ai passé 3 semaines à parcourir différents centres de réadaptation, à Gaches par exemple, chez Grossia. Je suis allé à Grenoble voir un centre de gérontologie sociale qui m'a fort intéressé. Et une de mes premières recommandations au retour, ça a été de demander au gouvernement du Québec d'en faire un centre de réadaptation sociale pour les personnes âgées. C'est extrêmement important. Je considère que le 3e âge, c'est probablement, avec la chronicité, le problème le plus important du
de la fin de ce siècle. Qu'appelez-vous chronicité? Enfin, les gens qui, à un moment donné, souffrent... Tiens, un exemple, par exemple, des arthritiques. Les gens qui souffrent d'une maladie qui ne guérira pas et qui peut augmenter d'intensité et de gravité. Quelles sont les maladies qui ne peuvent pas guérir? Bien, pour le moment, il y a l'arthrite qu'on peut soulager, mais qu'on ne peut certainement pas guérir. Il y a toutes les maladies congénitales, neuromusculaires, comme la sclérose en plaques, par exemple. On ne peut pas guérir. Je suis bien sûr que d'ici l'an 2000, ces maladies-là seront guérissables, mais pour le moment, non. Alors, le nombre de personnes qui continuent à vivre et qui souffrent de maladies chroniques augmente toujours. Il faut s'en occuper de ces gens-là. Et la médecine française est-elle à la pointe du progrès? Mon Dieu, vous êtes Canadien, donc presque français. Les Canadiens sont presque français. Est-ce que les Français sont presque Canadiens? Ça, c'est un autre problème. Mais je crois que les médecines de l'Ouest sont à peu près tout au même niveau présentement, parce que les contacts sont tellement fréquents grâce aux congrès internationaux, grâce aux réunions qui sont tellement fréquentes, grâce aux publications et le reste. Il n'y a plus qu'une médecine mondiale. C'est bien sûr. Si l'on en revient à ce que vous faites, au combat que vous menez, il faut bien considérer que tout a commencé en 1945 et vous avez compris, et d'autres ont compris en même temps que la guerre n'était pas finie pour tous. C'est bien sûr. Et c'est intéressant que presque dans chaque pays, n'est-ce pas, la réadaptation a commencé à peu près en même temps, aux États-Unis, en Angleterre, en France, chez nous, vers 1945. Des gens qui sont ce que mes collègues d'expression anglaise appellent des drop-out, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fini ce qu'ils devaient faire. La plupart de nous qui avons commencé en réadaptation étaient soit des chirurgiens chevronnés, soit des gens qui se dirigeaient vers la chirurgie ou qui se dirigeaient vers une autre spécialité de la médecine, qui à un moment donné ont reçu l'ordre, et c'est très vrai, ont reçu l'ordre de s'occuper de la réadaptation. Chez quelques-uns, ça a très bien fonctionné. D'autres n'ont pas pu, ont dû abandonner ce travail-là. Mais, et j'en reviens toujours à ce même point que nous discutions tout à l'heure, c'est vraiment une vocation. Et moi, lorsque je parle à des jeunes gens qui veulent se diriger vers la réadaptation, je leur dis toujours, vous savez, soyez assurés d'une chose, c'est que vous devez travailler très fort, vous reverrez les mêmes patients pendant des années et vous ne deviendrez jamais très riche. Enfin, il est quand même injuste de constater que pour certains infirmes, pour les infirmes, pour les invalides, les guerres ou les accidents ne s'arrêtent jamais. Oui. Les guerres ne s'arrêtent plus. Et ce qui est intéressant aussi, et peut-être d'inquiétant, c'est que la réadaptation ne devient intéressante pour le public et pour les gouvernements qu'à la suite de tragédies. On a fait, pour faire une paraphrase de Mao, on a fait un grand bond, n'est-ce pas, après la Première Guerre, après la Seconde Guerre, après la tragédie de la thalidomide. Mais entre-temps, on oublie très facilement nos anciens combattants, on oublie très facilement tous les handicapés du travail, que sais-je encore. Lorsque tout va bien, on sourit. Il faut que tout aille mal pour qu'on fasse des efforts. Le monde, d'ailleurs, vous savez, est un monde d'individus, et je le dis à dessein, d'individus soi-disant normaux. Le monde n'a pas été fait pour les gens handicapés, et même, j'irai plus loin, le monde est un monde de droitiers. Regardez la configuration des maisons, des édifices, tout est fait pour les droitiers. Le gaucher, c'est un monsieur qui est différent. Son commutateur est toujours à droite. Enfin, il faut aller à Londres pour trouver un magasin qui ne vend que des instruments destinés aux gauchers. Mais il y a très peu de temps, d'ailleurs, que les architectes ont pensé qu'il fallait installer des appartements pour les infirmes. Oui, et encore, les appartements, ça va pas mal. On fait des progrès dans ce sens-là, mais les édifices publics sont encore, pour la plupart, inaccessibles. Je n'en connais pas un qui soit accessible pour eux. Ah bon? Les édifices publics, la PTT, enfin, les ministères. Les architectes ont toujours voulu construire leurs édifices au sommet d'escaliers monumentaux, n'est-ce pas, qui rend l'accès non seulement difficile pour les handicapés,
Mais il y a deux sortes de handicapés. Vous me permettez de les expliquer? Il y a le handicapé que j'appelle visuel. C'est évident, il est assis dans un fauteuil roulant, il utilise des cannes, des béquilles ou que sais-je encore. Mais aussi, il y a un handicapé qui est cryptique, le cardiaque, celui qui souffre de problèmes cardio-respiratoires, les arthritiques qui ont de la difficulté, et les personnes âgées qui ne peuvent pas escalader des escaliers. Alors, il leur faudrait à ces gens-là des plans inclinés, et il faut que l'architecture moderne, n'est-ce pas, finisse par comprendre qu'on peut faire des choses grandioses, mais pas nécessairement au sommet des escaliers. Enfin, hélas, chacun d'entre nous peut devenir infirme demain parce qu'un accident de voiture, ça arrive très vite. Ne parlons plus des guerres, et il y a quand même des guerres de par le monde. Lorsque vous vous trouvez en face d'un homme qui est handicapé, qui est paraplégique ou quadriplégique, vous avez l'impression qu'il a envie de se battre dès le départ de son mal? Assez rarement. Il a besoin à ce moment-là, il y a une démission presque toujours, puis aussi une immense ignorance, n'est-ce pas, de ce qui lui arrive. Enfin, nous, on sait de quoi il s'agit, mais celui qui, à un moment donné, devient paraplégique, devient incontinent, devient impotent, se demande vraiment ce qui lui arrive. Très souvent, dans les hôpitaux généraux, le chirurgien, le médecin dira, écoutez, on ne peut pas vous donner de réponse avant 2 ans, on verra bien, vous allez dans un centre de réadaptation. Quelques-uns vont jusqu'à dire, ils vont vous faire marcher, vous savez, soyez sans crainte. C'est de passer une responsabilité extrêmement dangereuse à ce moment-là. Et c'est tellement plus facile pour le malade de croire celui qui lui donne une bonne nouvelle que celui qui pourrait peut-être lui donner une mauvaise nouvelle. De toute façon, je n'ai jamais dit depuis 30 ans à un malade qu'il ne marchera jamais. Jamais, je l'ai dit. Et pourtant, vous savez qu'il ne marchera pas. C'est bien sûr, on sait 48 heures après l'accident, s'il n'y a pas de retour des mouvements ou des sensations en deçà du niveau de traumatisme de la moelle. Mais il y a moyen de faire autrement. Vous savez, le malade nous est dirigé et je tente de voir sa femme ou son mari, selon le cas, le plus tôt possible après, pour savoir jusqu'à quel point ils sont au courant de la tragédie qui s'est produite. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Si votre malade est avec une quinzaine d'autres qui ont subi des traumatismes similaires, qui datent de 2 mois, 4 mois, si à un moment donné, un ancien malade vient pour des examens de contrôle, ça fait 15 ans qu'il est paraplégique. Alors, les deux se parlent, disent, et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais moi, je suis devenu paraplégique ou quadriplégique à la suite d'un plongeon ou enfin d'un accident de voiture. Et le patient B, n'est-ce pas, parlant au patient A, se dit, mais c'est la même chose qui m'est arrivée. Alors, tranquillement, il se crée une atmosphère et le patient, même s'il ne le veut pas, n'est-ce pas, finit par admettre. Sans vouloir le dire, bien entendu, il veut garder cet espoir que chacun des patients que je connais veut garder. Mais au bout d'un certain temps, lorsque je leur parle, je lui dis, vous savez, il y a 3 possibilités. Je suis sûr que vous y avez pensé. D'abord, vous avez pensé de guérir complètement. Ah oui, c'est certain. Mais vous y pensez avec un peu moins d'enthousiasme. Il répond, oui, en effet. Ensuite, vous avez pensé que vous pourriez peut-être revenir, 50, 60%. Oui, c'est ça, je suis sûr, j'y pense. Écoutez, voici ce que nous allons faire. Nous allons travailler comme si les nouvelles étaient très mauvaises. Et si, mon Dieu, vous guérissez subitement ou progressivement, nous serons enchantés d'avoir perdu notre temps. C'est une façon de... Mais docteur Gustave Gingras, d'autres médecins comme vous s'occupent de paraplégiques, s'occupent de handicapés, mais dans leur pays, souvent dans leur région. Vous vous promenez à travers le monde, vous êtes allé en Chine, au Mexique, au Maroc, au Vietnam. Donc c'est une véritable croisade. Elle est motivée par quoi? D'abord parce que vous êtes appelé, parce que vous avez été choisi. Oui, vous avez, c'est assez intéressant. Il faut avoir une femme exemplaire qui nous permette de partir n'importe quand. Je l'ai. Mais aussi, il faut accepter la première fois. C'est intéressant. On m'avait demandé d'aller au Venezuela pour aider à la fondation d'un centre de réadaptation pour les accidentés du travail. Le Venezuela, à ce moment-là, étant en pleine expansion économique, alors le nombre des accidents du travail augmentait journellement. Alors, à un moment donné, on m'a demandé, iriez-vous au Venezuela? J'ai dit oui, je suis parti quelques jours plus tard.
Vous savez, une fois, c'est un peu comme les chanteurs d'opéra ou les boxeurs ou les lutteurs. Vous êtes dans un espèce de ring. Et si on vous demande de le faire une fois, ben votre nom devient connu. Et on vous demande une deuxième fois pour les Nations Unies, une troisième fois pour la Croix-Rouge internationale, une quatrième fois pour l'aide extérieure du Canada. Et alors, ceci m'a permis d'aller en Nord-Afrique, d'aller au Vietnam, d'aller un peu partout et tout récemment au Cameroun, pour aider à la fondation de centres de réadaptation. Il faudrait des centres de réadaptation partout. Absolument. Des instituts de réadaptation. Absolument, c'est essentiel. Non seulement pour traiter les malades de façon convenable, mais je me place à un autre point de vue qui est plus facile, n'est-ce pas, aux administrateurs de comprendre. C'est une question purement et simplement d'économie. Il en coûte beaucoup moins cher de réadapter un individu au travail que de le garder dans un hôpital de chronique pendant 30 ans. Êtes-vous d'accord avec ces villages de paraplégiques? Il y en a un en Hollande, il y en a maintenant, je crois, j'en suis même sûr, en France, du côté de Toulouse, à Verdèche. Et tout à l'heure, avant de commencer cet entretien, lorsque j'ai parlé de villages de paraplégiques, je vous ai vu ne pas être tout à fait content. Eh bien, voici. Il existait autrefois en Angleterre, après la Première Guerre, entre les deux guerres, un village qui s'appelait Papworth et qui était destiné aux tuberculeux. Ce village, je le comprends, à cause de la contagion, de problèmes comme ceux-là. Nous avons tenté de faire un village, ou plutôt une rue de paraplégiques à Montréal. Ça n'a pas fonctionné très longtemps, parce que les paraplégiques avaient des enfants, parce que les paraplégiques voulaient s'émanciper, et au bout d'un certain temps, j'ai noté avec satisfaction que les uns disparaissaient du village pour aller s'installer ailleurs, et que finalement, il n'y avait plus personne dans ce village ou dans cette rue, où les maisons, tout de même, avaient été construites spécialement pour les individus confinés au fauteuil roulant. Je crois que le principe directeur de la réadaptation, c'est d'encadrer les paraplégiques ou les autres handicapés dans la vie normale. Je ne crois pas qu'il soit bon... Les faire participer de la vie. Absolument. Pourtant, je dois dire, docteur, que dans ce village de paraplégiques, ils sont heureux, ils sont bien. Peut-être n'y resteront-ils pas longtemps, peut-être est-ce une expérience. C'est probablement une expérience. Il y a une autre expérience qui est intéressante, ce sont les enfants. Les paraplégiques ont des enfants quelquefois avant leur accident, quelques-uns en adoptent après l'accident. Est-ce qu'il est bon que toute une pléiade d'enfants soit élevée dans le milieu fauteuil roulant uniquement? Je me le demande. Il y a également la grande question, cette question qui vous a été posée, elle est terrible, cette question. Quel est l'espoir de vie d'un paraplégique? Au départ, que répondiez-vous? Je répondais, vous savez, en 1937, avant la guerre, l'espoir de vie était d'environ 2 mois. Et j'ai souvent vu des malades, lorsque j'étais étudiant en médecine ou interne, qui avaient des plaies de lit épouvantables, des infections urinaires galopantes, qui mouraient de complications pulmonaires. Et à la suite du traitement anti-choc, des transfusions, des interventions quasi immédiates, que sais-je encore, eh bien, le coefficient de vie a augmenté. Et des études qui ont été faites par un collègue à moi qui s'appelle Jouge de Toronto ont démontré il y a quelques années que le coefficient de vie était de 10 ans moins la normale, c'est-à-dire 61, 62. D'ailleurs, j'ai des malades qui ont maintenant cet âge, qui sont paraplégiques depuis 35 ans. J'ai l'impression nette que d'ici encore quelques années, on pourra compter que le coefficient de vie, l'espoir de vie, sera à peu près le même que chez les individus soi-disant normaux. Ce qui est important, cependant, le paraplégique étant un individu fragile, c'est qu'il doit être vu fréquemment, au moins une fois par année. L'arbre urinaire doit être examiné, vu, radiographié, des analyses doivent être faites afin de s'assurer qu'il est en bon état. En tout cas, c'est un mal qu'on ne guérira jamais. Parce que les progrès de la médecine sont extraordinaires, mais là, dès que la moelle épinière est touchée, on ne peut plus rien faire. Mais vous savez, dans l'ordre des choses, on ne peut plus maintenant dire que c'est impossible. Et je me demande si à un moment donné, il ne sera pas possible de faire la greffe de la moelle. C'est très dangereux ce que je dis. Et ça peut donner de faux espoirs.
Mais qui aurait dit, il y a 25 ans, qu'on pouvait transplanter un cœur? Écoutez, celui qui aurait dit ça, il a passé pour un fou. Ça s'est fait dans quelques circonstances. Est-ce bien ou est-ce moins bien? Je ne le discuterai pas ce matin. Sera-t-il possible de faire sinon la greffe de la moelle, serait-il possible d'utiliser l'électronique pour remplacer l'influx nerveux? Il n'y a rien d'impossible. Mais pour le moment, il faut être prudent et il n'y a rien qui puisse permettre à un paraplégique dont la moelle épinière a été sectionnée de récupérer ses mouvements et ses sensations. Enfin, les grandes étapes pour un malade, c'est d'espérer de vivre. D'espérer de vivre et surtout d'accepter. Oui, justement, on accepte facilement. On accepte, il faut en moyenne 2 ans. Mais lorsque je dis facilement, il faudrait rayer ce mot. Ah, il faut absolument le rayer parce qu'il n'y a rien de facile dans ça. Un mot stupide. Oui, surtout, vous avez cet individu qui est très actif. La réadaptation est beaucoup plus difficile chez les jeunes gens qui ont beaucoup d'activités sportives, qui ont peu de bagage intellectuel. Plus l'individu est physique, plus sa réadaptation est difficile. Il est facile de réadapter des professeurs d'histoire ou d'anglais ou de français ou de théologie, enfin ce que vous voudrez, parce qu'il y a déjà beaucoup en haut du niveau de paralysie. Mais alors que tout est en bas du niveau de la paralysie, c'est beaucoup plus complexe. Docteur Gustave Gingras, le monde est-il équipé pour recevoir et pour honorer, parce qu'il faut leur rendre hommage à tous ces infirmes, tous ces handicapés qui sont dans le monde? Parce que si je m'en tiens à votre témoignage, à qui paraît chez Robert Laffont, combat pour la survie, je crois pouvoir dire après vous qu'il y a 300 millions de handicapés dans le monde. Environ, je ne me suis pas trompé. Non, 300 millions sur 4 milliards d'habitants. C'est ça. C'est ça. C'est terrible. Nous en avons au Canada des handicapés sur 25 ou 26 millions de population, au moins 1 million. Mais enfin, à des degrés divers. Les gens qui sont sourds sont tout de même des handicapés. Les gens qui sont aveugles sont des handicapés. Il y en a énormément. Mais pourquoi dites-vous combat pour la survie? C'est votre croisade, la survie. Oui, écoutez, c'est combat avec un S, n'est-ce pas? C'est au pluriel. Mais c'est quand même combat pour la vie. Pour la survie des programmes de réadaptation qui ont été faits. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la suite d'une tragédie, et la courbe monte et tout le monde est intéressé, tout le monde veut donner des fonds, le gouvernement y compris. Mais dès que la situation est devenue à l'horizontale, on est beaucoup moins intéressé. Et c'est le combat pour préserver ce qui a déjà été fait. On a été fort tentés chez nous d'oublier les paraplégiques après la guerre. Il a fallu que les anciens combattants eux-mêmes se mettent de la partie. Et si les anciens combattants ont travaillé pour les non-anciens combattants, c'était justement, ils avaient raison, n'est-ce pas, c'était pour que les services se continuent. Alors, c'est ce combat constant qu'il faut mener pour conserver l'intérêt et puis pour conserver les fonds, n'est-ce pas, que le gouvernement tente toujours de diminuer. Vous disiez tout à l'heure, docteur, un paraplégique est impotent, mais il est vrai qu'une femme paraplégique peut devenir enceinte. C'est vrai, oui, en effet. Mais alors les risques ne sont pas grands? Les risques sont considérables. Moi, je ne conseille pas à une femme paraplégique d'avoir des enfants parce que la sangle abdominale est ou flasque ou spastique et peut certainement causer des problèmes. Le fœtus peut provoquer des pressions au niveau des urtères, au niveau de l'arbre urinaire et causer des problèmes importants. Enfin, je ne dirais pas que j'irai jusqu'à conseiller l'avortement dans tous les cas, mais je crois que les paraplégiques devraient être extrêmement prudents. J'aime mieux voir une famille où il y a une femme paraplégique adopter un enfant plutôt que d'en faire un. Il faut bien considérer que les paraplégiques ou les handicapés ne peuvent pas vivre comme les autres. Mais il faut leur vie. Vous avez parfaitement raison. Mais est-il facile de le comprendre? Est-il facile de l'admettre? C'est encore ce qui fait partie du combat pour la survie. Il faut toujours revenir, il ne faut jamais cesser. Mais vous avez vu, vous, des cas désespérés, puisque du début de l'année à la fin de l'année, et cela depuis 30 ans maintenant, vous vous occupez de tous ces handicapés.
C'est bien sûr. Les cas désespérés ne sont pas toujours... Le problème n'est pas toujours inhérent au patient lui-même, mais est souvent inhérent à son encadrement. Les parents. À sa famille. Vous savez, une mère de famille arrive à votre bureau et je lui dis, ben écoutez, votre mari sera complètement indépendant en fauteuil roulant, il pourra conduire une voiture et le reste. Que dois-je faire, madame? Devrais-je lui dire qu'il ira chez vous? Devrais-je lui dire que nous devrons le placer dans un hôpital de chronique? Et si la réponse, mais bon, il revient chez nous, eh bien, immédiatement, l'adaptation est beaucoup plus facile. Alors, je fais entrer le mari dans le bureau, je dis, bien, écoutez, j'ai parlé à votre femme, vous partirez pour une première fin de semaine ou un week-end d'essai, et ensuite vous reviendrez, vous nous donnerez le résultat de vos études chez vous, et le reste, et ensuite, dans 2 ou 3 mois, vous partirez chez vous d'une façon définitive. Alors, écoutez, pour lui, c'est l'enthousiasme, c'est la hâte de retourner chez lui. Mais si par hasard, le conjoint me dit, je regrette infiniment, j'ai 3 enfants à la maison, c'est pas possible, je n'en veux plus, placez-le. Ça arrive souvent. Alors, vous voyez la difficulté. Ça arrive, heureusement, moins fréquemment que l'opposé. Vous faites une grande différence entre le paraplégique, c'est-à-dire l'homme ou la femme victime d'un accident de voiture ou d'un accident de travail, et puis le handicapé de naissance. Tout dépend. Si c'est un handicapé de naissance qui présente les mêmes phénomènes comme dans le spina bifida, par exemple. Pardon? Le spina bifida, c'est pas une maladie, mais c'est un défaut de construction qui fait que le canal rachidien qui contient la moelle épinière, suis-je trop technique, j'espère que non, est ouvert à la naissance et souvent il y a une méningite ou enfin des problèmes qui font qu'on peut avoir un paraplégique congénital qui naît paraplégique ou presque paraplégique. Alors, dans les circonstances, le problème est le même. La réadaptation sera différente parce que l'enfant vivra toute sa vie, il sera quasi habitué à ceci. Ce qui est important, c'est de le mêler aux autres le plus rapidement possible. Ce qui est arrivé dans mon pays, j'en suis sûr, dans presque tous les pays, c'est que les enfants handicapés ont souvent passé une bonne partie de leur vie dans les hôpitaux à recevoir un tas d'excellents traitements, je suis d'accord, mais ces gens-là ne savaient pas lire, n'avaient jamais été à l'école. Et je pense qu'il est extrêmement important que les enfants qui ont des problèmes congénitaux soient non pas réadaptés, mais adaptés le plus possible et le plus tôt possible à la vie ordinaire. Au tout début, l'enfant, mon Dieu, comme vous comprendrez fort bien, il s'en fout, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce sont les parents qu'il faut voir. Et ce problème-là a été particulièrement évident lorsqu'il s'est agi de l'adaptation des enfants qui ont souffert de difformités causées par la thalidomide. On voulait voir l'enfant, c'est bien sûr, 3 semaines après sa naissance, ou le plus vite possible, mais c'était pas pour l'enfant, c'était pour les parents, c'était pour leur montrer un film, c'était pour leur montrer d'autres enfants qui présentaient des difficultés semblables ou à peu près semblables et leur démontrer à ces parents-là qu'il était possible d'en faire des enfants qui iraient à l'école ordinaire. La thalidomide, c'est ce médicament qui a causé tellement de ravages en Allemagne. En Allemagne, en Angleterre, il y a au eu Japon. Combien de victimes de ce médicament? Mon Dieu, c'est très difficile à dire. On Il y en a pu faire le point? Plusieurs milliers en Allemagne, au moins 5000. Il y en a eu, autant que je peux savoir, au moins 1 millier, sinon davantage en Angleterre. Au Japon, on m'a dit 600, j'en sais rien. Chez nous, il y en a eu 125. Aux États-Unis, pas du tout, ou presque pas. Parce que, justement, on avait pris beaucoup de temps à admettre ce médicament. C'était un médicament dangereux au départ, parce que c'était un médicament qui soignait certaines maladies. C'est un médicament excellent pour les difficultés qu'éprouvent certaines mères au cours de la grossesse. Vous savez, les vomissements du matin, c'était merveilleux. Sauf que ce médicament-là empêchait, à un moment donné de la grossesse, le système nerveux de se développer au niveau de la moelle. Alors, ceci se faisant, l'enfant pouvait naître sans jambes, sans bras, sans langue, que sais-je encore. Il y a eu toute la possibilité, toute la gamme des difformités physiques. Lorsque des enfants naissent ainsi, comment faut-il les considérer?
Parce que, bien sûr, nous entrons dans un domaine très délicat. J'ai eu souvent des conversations, et à cette même place, avec beaucoup de gens qui ont des opinions tout à fait différentes. J'ai reçu, par exemple, un jour Jacques Le Breton, qui est devenu un ami, qui a été très grièvement blessé à la guerre, qui n'a plus de bras, qui est aveugle, mais qui dit, même si un enfant naît sans bras, sans jambes, il faut lui conserver la vie, parce qu'il sera peut-être heureux un jour, mais heureux à sa manière. Et d'autres qui vous disent non. C'est bien sûr. Moi, il est tellement difficile d'avoir une opinion exacte. Je pense que si on peut détecter l'infirmité avant la naissance, n'est-ce pas, et si les parents y consentent, moi je ne vois pas de problème. Si on veut que l'avortement se fasse, ça dépend de la famille, on peut les conseiller. Mais une fois l'enfant né, parfaitement, je partage l'opinion de votre ami, il faut les garder, il faut les éduquer. Vous savez, le grand problème, c'est qu'on a toujours pensé que les handicapés, comme les gauchers, je le disais tout à l'heure, sont des gens différents de nous, les soi-disant normaux. On les envoyait toujours dans des écoles spéciales. On a fait l'expérience avec nos enfants de la thalidomide. Nos 40 enfants, nous en avions 125 dans le Canada, mais dans la province de Québec, nous avions une quarantaine, sont tous, je le répète, sont tous dans des écoles ordinaires. Comment ceci s'est fait? C'est très simple. C'est que l'assistant social, de temps en temps l'ergothérapeute ou la kinésithérapeute et le médecin sont allés à l'école lorsque le temps est arrivé, ont rencontré le principal, sont allés dans la classe et ont montré aux autres enfants ce que c'était qu'un enfant congénitalement différent d'eux et qui devait porter des prothèses. Alors la curiosité des enfants, parce qu'on a dévêtu l'enfant au besoin, la curiosité des enfants a été apaisée et ils l'ont accepté. Mais y a-t-il encore des enfants qui n'osent pas montrer leurs enfants, des parents qui n'osent pas montrer leurs enfants parce qu'ils sont handicapés, qui les cachent comme s'ils en avaient honte? C'est beaucoup plus rare, du moins chez nous. Enfin, vous vous promenez à travers le monde, docteur, vous devez le savoir. C'est beaucoup plus fréquent dans certains pays, mais chez nous, c'est presque fini. Mais je dois vous avouer que lorsque nous avons fondé l'Institut de réadaptation à Montréal il y a 27 ans, la plupart de nos malades devaient être quasi amenés de force, n'est-ce pas? Et nous avons trouvé beaucoup d'enfants handicapés qui avaient 15 ans, 16 ans, qui ne savaient pas lire, qui étaient relégués dans une pièce derrière la cuisine ou enfin dans le grenier, parce que justement il y avait un élément de culpabilité épouvantable au sein des familles. C'est ma faute. Mon mari a dû avoir souffrir de maladies vénériennes, son père était alcoolique, que sais-je encore. On en disait des choses. On en disait des choses. Et maintenant, c'est fini. Les parents nous amènent les enfants rapidement, comprennent beaucoup davantage. Dans d'autres pays, je pense à l'Afrique du Nord, je pense à des pays en voie de développement, eh bien, l'infirmité n'a pas une connotation, n'a pas l'importance qu'elle peut avoir dans un pays développé. Je sais fort bien que des familles ont été quasi complètement détruites, n'est-ce pas, devant un handicap important, surtout un handicap congénital. Ceci au Canada, ceci en France et ailleurs. Il a été quelquefois nécessaire de suggérer à des parents que l'enfant soit placé pour tout simplement sauver le reste de la famille. J'ai vu des enfants qui n'étaient pas habillés, qui n'allaient pas à l'école, qui étaient tout de même intelligents, mais qui étaient sales, justement parce que la mère consacrait tout son temps à cet infirme congénital qu'elle avait. Mais dans les pays en voie de développement, l'acceptation de l'enfant se fait plus facilement. Je sais qu'en Afrique du Nord, je l'ai vu fréquemment, on dit, Inch'Allah, c'était écrit. Alors, le bon Dieu l'a voulu, il est infirme et nous le gardons. Docteur, dans votre témoignage, Combat pour la survie, vous parlez beaucoup d'une rencontre avec un garçon, un Américain, Harry Ward, qui était mineur, qui est devenu contremaître, et parce qu'il était intelligent, il est vite dans la guerre devenu lieutenant. Et puis, au moment du débarquement en Normandie, il s'est passé ce qui s'est passé pour beaucoup d'autres, la blessure, et il est devenu infirme. Et c'est, je crois, en partant de son cas que vous êtes intéressé aux autres cas. C'est bien sûr. Harry Ward, je dois dire, était Canadien, n'est-ce pas? Ah bon? Il était Canadien, oui. Ouais. Il faisait partie d'un régiment de la Nouvelle-Écosse,
Et en effet, au cours d'une bagarre, une bagarre contre l'ennemi, bien entendu, il a reçu un coup de fusil, je crois, d'un tireur d'élite, et il est tombé incapable de mouvoir ses jambes. Et il a été ramassé par le peloton d'inhumation, n'est-ce pas? C'est grâce à un sursaut, un spasme qu'il a eu, qu'on s'est aperçu qu'il était encore vivant et qu'on ne l'a pas enterré vivant. Mais c'est un self-made man, n'est-ce pas? Un homme qui s'est fait lui-même, et qui a pris en main l'intérêt des paraplégiques civils et qui a fondé ce qu'on appelle l'Association canadienne des paraplégiques, qui est extrêmement importante, qui donne des conseils à ses adhérents, qui leur aident à accepter qui les regroupe leur surtout. handicap, oui, surtout, et qui fait aussi des pressions au niveau des gouvernements, parce que ceci est aussi très important. Quel a été le premier réflexe de ce garçon? Et vous le dites d'ailleurs, ça a été de téléphoner ou de faire écrire à sa femme « Tu es libre ». Ah ben, il était en Angleterre, à Basingstoke, c'était l'hôpital neurologique canadien, et en effet, il a envoyé un télégramme à sa femme en disant « Je suis complètement paralysé, je te rends ta liberté, fais ce que tu voudras ». Il a répondu « Tu es un imbécile, jamais je le ferai ». Et c'est à ce moment-là que je crois que les liens entre eux ont été davantage solides. Il est toujours marié, vous le voyez toujours? Il est toujours marié. Il a adopté 2 enfants qui maintenant sont grands, sont mariés. Il est grand-père. Il a suivi les cours, il s'est amélioré lui-même. Sa femme a fait énormément de travail comme auxiliaire, comme volontaire. Et il parle chaque année de prendre sa retraite, mais il ne la prend jamais. Mais il faut être, docteur, tout à fait lucide quand même. Les choses ne s'arrangent pas de cette manière. Tout le temps, il y a des cas désespérés où l'homme ou la femme part. Ce sont presque toujours des cas où le patient, l'individu n'a pas de ressources. J'ai eu quelques suicides, n'est-ce pas? J'ai des gens qui n'avaient pas d'éducation, qui ne lisaient pas, qui n'avaient pas d'intérêt dans la vie, dont les intérêts, je l'ai dit tout à l'heure, n'étaient que physiques. Ils n'ont pas pu accepter, n'est-ce pas, cette passivité physique qui leur était imposée. Alors, dans ces cas-là, plusieurs, pas plusieurs, mais enfin, au moins 3 ou 4, ont préféré se suicider. Mais dans des pays comme le Vietnam, il faudrait des dizaines et dizaines d'écoles de réadaptation. On pourra les construire, parce qu'après cette guerre qui a duré tellement longtemps, il faut voir d'abord les enfants, les tout derniers, mais également ceux qui sont devenus des adultes, car ça dure depuis 30 ans. C'est bien sûr. Au Vietnam, c'est un problème épouvantable. On me disait qu'il y avait au moins 100 000 amputés à la suite des guerres, mais c'est inimaginable. Nous avons été au Vietnam. L'Institut que je dirige à Montréal a eu un contrat, n'est-ce pas, avec le gouvernement du Canada, et nous avons fondé un centre à Quy Nhon, 350 kilomètres au nord-est de Saigon, et pendant 6 ans, nous avons traité des gens. Nous avons fourni peut-être 1500 prothèses à des amputés, mais c'est une goutte dans l'océan, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait au Vietnam présentement, je dirais, 5 ou 6 centres de réadaptation avec tout le personnel nécessaire et les 14 professions dont je parlais tout à l'heure pour s'occuper de cette multitude. Il y a, je crois, au Vietnam, plus de paraplégiques dû à ce type de guerre, n'est-ce pas, qu'il y en a eu dans toute la guerre, dans toutes les armées, des alliés et des ennemis. Il y a à Kanto au moins 650 paraplégiques qui sont dans un état lamentable, qui étaient du moins lorsque je suis allé l'an dernier. Alors il y a énormément de travail. C'est tellement une tâche monumentale qu'un seul pays ne pourrait y arriver. Et je pensais qu'il devait avoir une espèce de confédération de plusieurs pays par l'intermédiaire de la Croix-Rouge ou que sais-je encore, qui devrait fournir du personnel et des fonds et du matériel pour équiper ce centre de paraplégie. Vous avez l'impression que partout dans le monde, on a parfaitement conscience de ce problème?
Celui dont nous parlons à propos Ouais. du Vietnam, Non, ou le problème d'une façon générale? Non, le problème d'une façon générale, tous les handicapés, parce que lorsqu'on compte 300 millions de handicapés dans le monde, on s'aperçoit quand même que ça fait beaucoup. Je pense que malheureusement, ce problème des handicapés, dans les pays développés comme dans les pays sous-développés, arrive au second plan. Ça n'est pas considéré comme quelque chose d'essentiel. Et pourtant, il ne faudrait pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive jamais à moi, ça arrive toujours aux autres, en effet, mais à un moment donné, ça peut arriver à moi. Je crois que les pays, en particulier les pays développés, socialisants, qu'ils soient totalement ou non, ont beaucoup plus d'intérêt à fournir une pension, fournir des bénéfices pécuniaires, et de reste, que de trouver de l'emploi et une niche dans la société pour les handicapés. C'est une chose qui est quasi universelle. Débarrassons-nous-en, plaçons-les dans un endroit où ils ne sont pas dangereux, empêchons-les de faire trop de bruit. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Et c'est tout de même assez intéressant de voir que dans certains pays, tiens, au Vietnam, il y a à peu près 2 ans, et chez nous, quelquefois, il y a eu des démonstrations, et les paraplégiques en fauteuil roulant sont descendus dans la rue. C'est une affaire absolument extraordinaire. Je raconte dans mon livre que, à un moment donné, nous étions en train de construire l'Institut de réadaptation à Montréal, et une affaire de cadastre est arrivée. On nous a dit, la ville de Montréal nous a dit, écoutez, vous devez arrêter les travaux, il n'y a pas moyen de continuer. Alors nous avons menacé, nous je devrais dire les paraplégiques, ont menacé de descendre dans la rue et se rendre à l'hôtel de ville, 300, n'est-ce pas, en chaise roulante. Le maire nous appelle, venez seul, on va régler le problème, nous y allons. Mais comme j'ai dit au maire au téléphone, je garde mes forces, vous savez, prêtes au combat. Alors le maire nous dit, ça va, vous pouvez continuer les constructions et de reste. Ça montre que le nombre toujours croissant des chroniques et des handicapés devient une force politique. Jusqu'à date, les handicapés étaient un peu distribués un peu partout, vous savez, étaient moins instruits, étaient moins au courant, étaient l'objet de charité beaucoup plus que l'objet d'une politique constructive. Mais depuis quelque temps, non seulement les handicapés et les chroniques, mais aussi les personnes âgées deviennent une force. Et moi, je leur conseille aux personnes âgées de s'occuper de politique. Je leur conseille de voir les politiciens. Une chose qui est tellement frustrante, vous savez, c'est la veille d'une élection, de voir un politicien qui photographié et qui est en train de visiter un hôpital de vieux et qui donne la main à tout le monde. Moi, je trouve ça absolument dégoûtant, vous savez. Parce qu'il part ensuite. Oui, ensuite il s'en fout complètement pendant 4 ou 5 ans. Il revient faire la visite du... C'est pour la photo. Quelle horreur. Et vous pensez que ça marque que les gens s'aperçoivent véritablement de c'est bien sûr. Il y a à peu près 2 semaines, je parlais à un club qui s'appelle le Club de l'âge d'or à Montréal. C'est une fédération, n'est-ce pas? Il y en a dans toute la province. Et je leur disais ceci. Et j'ai bien vu la réaction chez mes auditeurs. Ils sont parfaitement au courant, n'est-ce pas, de cette propagande infecte que certains politiciens font la journée, la veille de l'élection. Docteur Gustave Gingras, comment se fait-il que maintenant vous partiez pour une nouvelle croisade qui est celle du 3e âge? Ben voici. Parce qu'il y aura bientôt le 4e âge, le 5e âge peut-être. En effet. Pourquoi? C'est parce que j'ai noté que le même processus, non pas de réadaptation, mais d'adaptation, peut être utilisé pour les gens qui sont vieillissants que le processus qui est utilisé pour les chroniques ou les handicapés. Le même processus social, médical, l'ergothérapie, la kinésiologie, ou que sais-je encore. Et aussi parce que l'augmentation des gens qui ont plus de 65 ans devient, à mon sens, un problème socio-économique et médical extrêmement important. Vous savez, pensez que dans certains hôpitaux, en Angleterre en particulier, Sir Ronald Tunbridge me disait récemment, lors d'une visite à Montréal, que 60% des lits de certains hôpitaux aigus sont remplis par des gens qui ont plus de 65 ans et qui ne devraient pas être là. Écoutez, si ça coûte cher.
Alors, dans les circonstances, il faut se pencher sur ce problème, et se pencher rapidement, parce qu'il va nous amener des problèmes inextricables, et c'est justement pourquoi certaines personnes, peut-être, pensent, à tort, selon moi, à l'euthanasie. Si on ne s'occupe pas de nos vieux, qu'allons-nous faire? Je voyais... enfin, je ne peux pas m'immiscer dans la politique locale, mais ce matin, je vois dans un de vos quotidiens qu'on voudrait que l'âge de la retraite soit abaissé à 60 ans, mais qu'allons-nous faire des gens qui, de 60 à 80, très bientôt, n'auront rien à faire? Et on insiste que ces gens-là devraient cesser toute activité. Quelle horreur! Cesser toute activité, ça n'est pas possible. Faire autre chose, ça oui. Ça n'a pas de sens. Mais j'imagine toute activité qui serait rémunératrice. Mais même ça, pourquoi pas? D'ailleurs, on a de moins en moins d'enfants. Il va falloir absolument que les personnes âgées continuent à travailler. Je pense qu'au contraire, on devrait apporter le jour de la retraite, on devrait l'élever à 70 ans. Mais lorsque vous entendez les politiciens parler de la retraite, jamais, ça leur touche jamais. On a des politiciens qui ont quasi 100 ans, n'est-ce pas, qui continuent toujours. Pourquoi pas tout le monde? Pas de problème pour eux. Pas de problème. C'est un phénomène mondial, parce qu'on dit qu'il faut la retraite de plus en plus jeune pour permettre aux jeunes de ne pas être chômeurs. Mais il faudrait peut-être également, au plan de ceux qui sont importants, prendre des décisions. Et donner l'exemple. Et donner l'exemple. Moi, je suis convaincu qu'en l'an 2000, les gens vont vivre 100 ans. Ils sont jeunes maintenant, nos ministres. Hein. Oui, ils sont plus jeunes qu'autrefois. Un peu partout dans le monde. Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Ils sont peut-être un peu trop jeunes dans certains cas. Mais pensez donc au jour où les gens vivront 110 ans. Ça va arriver, je vous le jure. À moins qu'on saute. Ah oui, j'en suis sûr. Écoutez, on a monté de 29 ans à 50 quelque chose. Ça a pris 1000 ans. Et ensuite, de 50 jusqu'à 70, ça n'a pas pris grand temps. Et l'âge moyen augmente toujours. L'espoir de vie croît constamment. Je suis convaincu qu'on vivra 100 ans, 110 ans à un moment donné. Alors, on prend sa retraite à 60 ans, eh bien, alors, on travaillera une trentaine d'années, et ensuite, on sera à la retraite pendant 50 ans. Il y aura peut-être des cités pour les gens du 3e, du 4e âge, des villages. Vous ne croyez pas aux villages je suis contre les villages. Je pense que dans les grands appartements... Tous ensemble. Tout ensemble, de façon à ce que les gens puissent s'aider. Je pense qu'on devrait... On cache aux enfants, n'est-ce pas, aux jeunes gens, que vieillir, ce n'est pas une maladie. Vous savez, les Romains disaient « Senectus est morbus ». C'est pas vrai. C'est simplement une question physiologique et psychologique. C'est un changement au niveau des cellules, mais ce n'est pas nécessairement une maladie. Les jeunes devraient être plus au courant de la question de vieillir. J'aime bien que dans le combat pour la survie, vous ayez un peu emprunté à Goethe cette phrase « Si la jeunesse est un défaut, on s'en corrige très vite ». Ah, malheureusement, oui, je m'en ressens chaque jour. Mais dans toute cette croisade, dans toute cette vie, vous avez trouvé votre propre définition, Dr Gustave Loup-Gingras? Je comprends peut-être difficilement la question. Est-ce que vous vous êtes retrouvé? Est-ce que vous vous êtes découvert? J'ai peut-être augmenté certains aspects des possibilités qui m'ont été données. En tout cas, vous êtes sûr que c'était cela qu'il fallait faire? Ah oui, et j'en suis de plus en plus sûr. Comme je le disais, je remercie la Providence ou quiconque est en charge de cette histoire-là, de m'avoir permis de m'aiguiller dans une spécialité différente. Il faut pour vivre et vaincre, jamais abandonner. Jamais. Je me souviens fort bien qu'à un moment donné, nous avions demandé au gouvernement canadien de faire disparaître les droits de douane qu'il faut payer pour certains objets essentiels au bien-être et à la réadaptation des handicapés, mais qui sont manufacturés, disons aux États-Unis, en France ou en Angleterre, mais qui ne sont pas manufacturés au Canada. Ça a pris 11 ans pour faire disparaître le tarif. C'est devenu pour moi une espèce de défi, n'est-ce pas? Et plus on me refusait, plus j'arrivais, plus je faisais de pression au niveau des ministres, au niveau des ministères. J'ai écrit à tous les ministres qui sont succédés comme ministre des Finances, par exemple, 6. Et il fallait toujours recommencer. Il y a une histoire amusante là-dessus, c'est que finalement, nous avons été
devant la commission des tarifs qui est présidée par un juge. Et à un moment donné, le juge me dit, eh bien, docteur, dans cette question de fournir des prothèses et que sais-je encore aux handicapés, est-ce que vous allez donner des perruques aussi? À ce moment-là, je n'ai pas pu résister. J'ai dit, monsieur le juge, vous coupez les cheveux en quatre. Ça a été un rire épouvantable. Tout le monde rigolait. J'ai eu peur à un moment donné que... Mais docteur Gingras, si vous êtes si joyeux, si heureux, c'est peut-être parce que lorsque vous êtes venu au monde, vous aviez déjà des frères qui avaient 18 et 19 ans. C'est-à-dire que vous avez été choyé, entouré. Oui, j'ai été dans la même famille, une espèce de deuxième famille. Ma sœur était ici, à Paris, faisait des études à la Sorbonne. Mon frère était dans l'armée canadienne, en Angleterre. Alors, j'étais seul. J'étais une espèce de deuxième fils unique. Je ne sais pas exactement comment me décrire. Vous auriez pu être le fils de votre frère. Facilement. Mes parents auraient pu être mes grands-parents. Mon père avait 50 ans, ma mère approchait de 50 ans à ce moment-là. Ça a été une aventure extraordinaire dont se vantait mon père à tout le monde, vous savez. Docteur, vous vous appelez Gingras, vous êtes Canadien. Gingras, c'est un emploi de vin. C'est ça. Alors, votre famille s'est exilée ou s'est expatriée, comment on dit? C'est pas un exil. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Au XVIIe siècle. J'ai un cousin qui, à un moment donné, a décidé de faire son arbre généalogique. Il me montre, et je vois que plusieurs ont été pendus. Il y avait des bandits, il y avait des voleurs, que sais-je encore. Et moi, j'ai toujours refusé de faire mon arbre généalogique afin de ne pas réveiller des vieux souvenirs. Mais vous avez de la famille en France? Non, aucune famille en France, que je sache. Vous n'avez pas envie d'aller dans le Poitou pour voir s'il y a des Gingras? J'irai un jour. Gingras, Gingras. On va voir si on retrouve peut-être. J'ai souvent examiné le bottin de la ville de Paris ou des autres villes. Je n'ai jamais retrouvé ce nom. Jamais. Lorsqu'on dit que vous êtes un commis voyageur de la réadaptation, ça vous plaît? D'ailleurs, c'est vous qui employez ce mot-là. Commis voyageur de la réadaptation. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous voulez... je le disais tout à l'heure, c'est entre guillemets, c'est vendre un produit, que ce soit du Coca-Cola ou que ce soit des oranges ou du beurre ou de la réadaptation, ça se vend selon les mêmes techniques. Et d'ailleurs, j'avais une excellente expérience de la vente parce que pendant plusieurs années, au cours de mes études de médecine, je vendais des magazines, n'est-ce pas, dans les endroits reculés de la province de Québec avec des techniques qui étaient excellentes et je faisais beaucoup d'argent, relativement en ce temps-là, bien entendu. Vous pensez que ce combat pour la survie, on va le poursuivre, que l'on va s'occuper de plus en plus de ces ailes brisées, ces ailes qui ne sont plus des ailes pour voler? Moi, je crois que oui. Ce livre a été fait dans ce but, quasi uniquement dans ce but. Je veux bien parler un peu de moi, de ma jeunesse, je veux parler un peu du futur. Mais le cœur de ce livre, c'est de toujours vendre cette idée de la réadaptation. Mais c'est en parlant de vous, d'ailleurs, que vous pouviez faire passer vos idées. On peut faire ça, mais à travers votre expérience. Comme vous le voyez, je parle beaucoup des autres aussi, de mes collègues, de mes patients qui ont travaillé très dur. Le travail du médecin qui s'occupe de réadaptation, eh bien, mon Dieu, c'est un travail de coordination. Mais qui c'est qui est président de cette administration? C'est le patient, c'est sa famille. Sans lui, sans sa collaboration entière, la réadaptation est absolument impossible. Mais vous portez également des regards sur l'avenir. Alors êtes-vous pessimiste? Va-t-on faire sauter la Terre? Y aura-t-il un autre monde? Que deviendra la Chine? Que seront les enfants? Oui, c'est peut-être un avertissement que je lance. Je considère, parce que mon expérience comme président de l'Association médicale canadienne et comme président de l'Ordre des médecins de la province de Québec m'a montré que de plus en plus, la médecine, malheureusement, devient impersonnelle. Les hôpitaux sont devenus impersonnels. Tellement que le malade est isolé, ne sait pas ce qui se passe, ne sait pas à qui demander. Et je le vois tellement souvent. Je vois tellement souvent des malades qui m'arrivent à l'Institut de réadaptation à Montréal et je leur demande, eh bien, qu'est-ce que votre médecin, qu'est-ce que votre chirurgien vous a dit? Ben, il m'a rien dit, je l'ai pas vu, enfin, je l'ai vu une fois. Et vous, madame, je sais pas, je l'ai pas vu non plus, je l'ai appelé 20 fois, je n'ai pas pu le rejoindre. Alors, ce manque de communication, présentement, est un facteur extrêmement redoutable. Et je lance un appel. Je crois que la médecine devrait s'humaniser
redevenir un peu ce qu'elle était autrefois. Et je parle aussi d'un nouveau médecin qui s'appelle en anglais managerial physician, le médecin gérant, le médecin coordonnateur qui recevrait toute cette multitude d'informations qui arrivent des spécialistes, qui arrivent des machines, qui arrivent de l'ordinateur et que sais-je encore. Et à ce moment-là, les coordonner, voir le patient, lui expliquer ce dont il s'agit, parce que vous savez, qu'on fasse ce qu'on voudra, il y a toujours la peur de la douleur, la peur de la mort, la peur de l'au-delà, la peur de l'inconnu. Ça, c'est extrêmement important. Et à moins qu'on tente de faire une certaine interprétation au niveau du patient, je pense que c'est la mort de la médecine. Docteur Gustave Gingras, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je ne vais pas vous dire « Vive le Québec libre », vous m'en voudriez, d'autres l'ont dit avant moi, mais vous êtes Canadien. Lorsque vous entendez une phrase comme celle-là, ça vous fait plaisir ou pas? Ça me fait énormément de peine. Qu'est-ce qui arriverait si mon premier ministre allait en Bretagne et criait « Vive la Bretagne libre », si mon premier ministre allait en Corse et s'exclamait « Vive la Corse libre ». Je vois d'ici ce qui se passerait. Vive le Pays Basque libre. Ben oui. Alors, ce qui est vrai ici est vrai chez moi. Merci, docteur.